l'heure de retrouver Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, l'avocat à la vedette d'Henry Slezar. Le rôle que Mills Crawford va devoir tenir aujourd'hui est sans nul doute le plus important de sa carrière. Cet ancien acteur d'Hollywood qui, voyant la médiocrité de son succès, s'est reconverti voici plus de 20 ans pour devenir un modeste avocat d'affaires, va en effet assurer la défense de son propre fils, Tom, inculpé d'homicide volontaire. Tom Crawford, adolescent difficile depuis le divorce de ses parents et la mort de sa mère, c'est un samedi soir livré à une orgie d'alcool avec 2 autres garçons de son âge. Une discussion ayant éclaté, l'affaire s'est réglée sur le bas-côté de la route, au couteau. Tom est sorti victorieux de la lutte, mais Julie Herman, le vaincu, s'est retrouvé à la morgue. Et Tom croupit en prison. La loi n'interdit pas à un avocat d'affaires de plaider aux assises et d'assurer la défense d'un de ses proches, mais un avocat d'affaires n'est peut-être pas bien armé pour plaider dans une spécialité qui n'est pas la sienne. L'entourage de Mills Crawford a bien tenté de l'en dissuader, mais Tom lui-même y a consenti, touché, semble-t-il, de découvrir à cette occasion l'amour que lui porte son père. Mills Crawford s'est fait assister pour préparer le dossier par un spécialiste des affaires criminelles, Dan Rutherford. Mills ignore bien sûr s'il réussira, mais il a expliqué ainsi à Sam Brody, son meilleur ami, sur quoi se fonde sa décision de plaider lui-même. Tu sais ce qu'est un jury, Sam. Tu en as vu assez. Ce sont 12 personnes qu'il faut convaincre, des gens dont il faut gagner la sympathie. Qui, mieux qu'un père, pourrait y parvenir? L'audience est à présent ouverte. Les jurés prennent leur place. Arrive le juge, solennel dans sa robe noire. Puis le procureur Hanley se lève pour faire sa déclaration préliminaire. Il retrace, à l'intention des jurés, les événements de la nuit du meurtre. À l'écouter, Mills reprend espoir. Cet homme parle d'un ton dénué d'agressivité, mais sans doute réserve-t-il pour plus tard les détails dramatiques, quelques révélations et des preuves concluantes. Puis le procureur se rassied et appelle à la barre le premier témoin, le plus important de tous, l'accusé lui-même, Tom Crawford. Prié de raconter les événements de cette nuit-là, Tom, qui ne s'attendait pas à se trouver cité comme témoin, semble plongé dans une sorte d'hébétude. Il bredouille son récit sans ordre ni logique. Le procureur lui parle d'excès de boisson. Tom reconnaît que cela se produisait fréquemment, puis donne les raisons de la dispute. On allait voir des filles qui donnaient une soirée à l'autre bout de la ville. Julie avait emporté une bouteille de whisky et on a tous bu. Lui le premier, et beaucoup. Et ça me plaisait pas, parce qu'il conduisait et que c'était la voiture de mon père. Alors, ce que je lui ai dit l'a mis en colère. En plus, il était question d'une des filles que nous fréquentions. C'est alors qu'il a arrêté la voiture. Il voulait qu'on se batte. Rudy a essayé de nous séparer, mais on était très énervés. Alors on est descendu de voiture. Moi, je ne savais pas que Julie voulait qu'on se batte au couteau. Je ne l'ai su qu'en le voyant sortir le sien. Alors, j'ai sorti le mien, et on s'est battu. Julie m'a blessé le premier, et après, ça a été mon tour. Je ne savais pas qu'il était mort. Je suis remonté en voiture et je suis rentré à la maison. Vous avez laissé le couteau dans la plaie? Oui, monsieur le procureur. Sur les conseils de Rutherford, Mills ne demande pas à interroger le témoin. Le procureur appelle alors Rudy Trask à la barre, le 3e passager de la voiture. Sa version corrobore celle de Tom, mais le procureur a réussi sans peine à lui faire reconnaître que Tom et Julie se disputaient souvent. À quoi étaient dues ces querelles? Les filles, parfois. D'autres fois, il s'agissait du père de Tom. Julie aimait se moquer de lui et ça mettait Tom en colère. Alors ils se battaient, souvent.
Et puis même que des fois c'était grave. Puis c'est au tour de Mills d'interroger le témoin. Il se lève et, étreint par l'angoisse, se dirige vers la barre et s'adresse à Trask. Très vite, il réussit à marquer quelques points. Trask reconnaît que Julet et Tom étaient plus qu'amis qu'ennemis, que la bagarre au couteau n'était pas préméditée, que c'était Julet l'agresseur et que Tom a été blessé le premier. Défilent encore 3 témoins cités par l'accusation. Tous 3 témoignent du caractère violent et de la conduite irréfléchie de Tom Crawford, ainsi que de l'évidente animosité entre le mort et lui. Puis, des policiers apportent leur témoignage à propos de la scène du drame, du couteau, de la fuite de Tom, de son arrestation, de ses aveux spontanés et, plus grave encore peut-être, de son manque apparent de remords. L'accusation emploie encore 2 jours pour présenter son interprétation des faits. Et la défense, pour sa part, n'a aucun témoin particulier à mettre en avant, si ce n'est Tom. À l'appel de son père, il vient à la barre. Durement, exagérant même la brutalité pour mieux démontrer son objectivité, Mills le questionne sur le meurtre. Tom répond en toute sincérité. Non, il ne se rappelle pas quelles étaient ses intentions en descendant de voiture. Il était ivre. Il ne savait pas non plus où il en était. Non, il ne lui semble pas qu'il détestait Julie Herman. Oui, ils se querellaient souvent, mais ensuite ils se réconciliaient. Enfin, jusqu'à ce qu'ils aient fait la connaissance de Barbara Riordan. Oui, il était peut-être un peu amoureux de la jeune fille. Non, il ne se rappelle pas lui avoir jamais dit vouloir tuer Julie Herman. Dans la salle d'audience, le silence est lourd, oppressant. L'atmosphère même semble avoir changé. J'en ai terminé avec le témoin, monsieur le juge. Et Mills regagne sa place. Rutherford se lève et sollicite du juge un verdict immédiat d'homicide par imprudence. Le juge répond négativement et demande à Mills et à Rutherford de présenter leurs conclusions pour le jury cet après-midi même. Par quel moyen Mills va-t-il mettre le jury de son côté? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. À 2 heures de l'après-midi, Mills se lève pour plaider. Jusqu'à cet instant, les jurés n'ont été pour lui que des visages tour à tour hostiles ou favorables. Il ne constitue plus maintenant qu'un auditoire invisible. Mills commence à parler, le cœur battant. Mesdames et messieurs les jurés, un adolescent est mort et ceux qui ont la charge de rendre la justice crient vengeance. Quand vous sortirez de cette salle, vous aurez la lourde responsabilité d'accepter ou de refuser le châtiment capital qu'ils exigent, c'est-à-dire la mort. Mais avant que vous ne preniez votre décision, je voudrais vous demander de vous poser une question encore. Existe-t-il vraiment une justice parfaite? Une justice complète, impartiale, étrangère aux préjugés comme aux intérêts particuliers? Si une telle justice existe, alors je dis, loué soit Dieu. Loué soit Dieu que nous, êtres humains imparfaits, ayant reçu en partage un tel don, une si généreuse mansuétude à l'égard de nos propres péchés, que nous soyons capables d'appliquer à d'autres pécheurs une infaillible justice. Vous allez rendre un jugement. Alors, ayez bien conscience de ce que vous faites. Si vous êtes sans reproche, si vous n'avez jamais commis une erreur, jamais fait le moindre tort à personne, alors ce que je vais dire ne vous est pas destiné. Mais avez-vous prononcé à l'adresse de votre femme, de votre mari, d'un enfant, une parole de colère que vous avez regrettée aussitôt? Ce n'est pas difficile, n'est-ce pas? Un baiser, quelques mots gentils et tout est arrangé. N'avez-vous jamais jeté une pierre, brisé une assiette, lancé une injure, frappé une joue, battu un enfant, prononcé un mensonge, rompu une promesse? Quel a été votre châtiment? Des remords, des tourments, des récriminations,
Mais jamais, j'ai dit bien jamais, on a refermé le livre sur vos erreurs. Jamais on a tourné la clé dans la serrure sans vous laisser la moindre chance de dire « Je regrette, je suis désolé, je ferai en sorte de m'amender. » Ce garçon que vous allez juger, lui, a fait plus que briser une assiette ou rompre un serment. Il a pris une vie. En un instant, aveuglé par la rage folle de vivre dans un monde qu'il ne comprenait pas, il a pris une vie. Crime prémédité? Pas plus que la parole de colère, l'assiette brisée ou la pierre lancée, la joue frappée. Crime prémédité? Alors qu'il a tué devant témoins, sous les yeux de Dieu, sous le regard impitoyable d'une loi vengeresse. Vous avez le droit de solder le compte de Tom Crawford. La loi vous confère ce droit. Il a 23 ans. Peut-être est-il assez âgé pour affronter une justice plus divine que la vôtre. Mais souvenez-vous de ce que je vous dis. Devant ce tribunal divin, Tom Crawford devra déclarer « Ma dernière action sur Terre a été de tuer un homme qui était mon ami. On ne m'a pas laissé le temps de faire autre chose de mon existence. » Mills relâche l'étreinte de ses doigts sur la balustrade et se détourne lentement. Il regagne sa place. C'est alors qu'éclatent les applaudissements. Tandis que le juge saisit son marteau pour rappeler l'assistance à l'ordre, Mills réprime un sourire. Le procureur Hanley, blanc de colère, s'adresse au juge. « Votre honneur, étant donné la magnifique réaction des spectateurs à la plaidoirie de Maître Crawford, j'aimerais que soit reportée à demain la réponse de l'accusation. »« Accordé, monsieur Hanley. L'audience est suspendue et reprendra demain à 10 heures. » Dan Rutherford serre le bras de Mills tandis qu'ils sortent du palais de justice. « Ah, Mills, j'avoue que je n'y croyais pas, mais vous avez fait là du bon travail. Je me méfie d'Hanley, cependant. Je le connais bien et sa demande, à mon avis, représente une menace. Seulement, laquelle ?» Le lendemain, en s'asseyant près de Rutherford, Mills considère d'un œil curieux les objets disparates qui encombrent le bureau du procureur Hanley. Il éprouve brusquement un choc en saisissant le rôle qu'ils vont jouer. Déjà, le procureur Hanley est debout et s'adresse à la cour. « Votre honneur, avant de prononcer mon réquisitoire, je voudrais vous présenter une demande assez inhabituelle. Je le fais avec la sincère conviction que cette affaire, comme n'importe quelle autre, doit être jugée d'après les faits et non d'après les exhibitions sentimentales des participants. Aussi, votre honneur, aimerais-je obtenir l'autorisation de montrer à la cour un fragment de film. » « Monsieur Hanley, cette présentation doit-elle jeter sur l'affaire de nouvelles lumières ?»« Non, votre honneur, il s'agit de la dernière séquence d'un film intitulé « Le coupable », produit en 1931 par les studios américains. Un film de série B qui n'a fait qu'une brève carrière, mais un film significatif, votre honneur, en ce qui concerne, sinon le cas de Tom Crawford, du moins la façon dont est conduite sa défense. Sincèrement, votre honneur, le contenu de ce film serait même de nature à jeter un doute sur la qualité de ce procès, et je crois qu'il est de l'intérêt de tous ici qu'il soit connu. Puis-je venir jusqu'à vous, votre honneur? Le juge acquiesce d'un signe, et le procureur s'approche de lui. Il lui dit quelques mots à voix basse. Stupéfait, le juge consent à la projection du film. Mills blêmit. On installe l'écran devant l'estrade du tribunal et on place le projecteur sur une petite table au milieu de l'allée centrale. L'auditoire frémit de murmures. Soudain, sur l'écran apparaît une autre salle d'audience. Face à un jury composé d'acteurs, un comédien aux cheveux gris préside gravement en qualité de juge. Et, prêt à s'adresser aux jurés de cinéma, plus jeune, plus mince, les cheveux noirs, s'avance Mills Crawford, fort séduisant dans sa tenue d'avocat. Après quelques difficultés avec la bande sonore, la voix s'élève du haut-parleur, sonore, vibrante, émouvante. Mesdames et messieurs les jurés,
Un adolescent est mort et ceux qui ont la charge de rendre la justice crient vengeance. Quand vous sortirez de cette salle, vous aurez la lourde responsabilité d'accepter ou de refuser le châtiment capital qu'ils exigent. Mais avant que vous ne preniez votre décision, je voudrais vous demander de vous poser une question encore. Existe-t-il vraiment une justice parfaite? Une justice complète, impartiale, étrangère aux préjugés comme aux intérêts particuliers? Dan Rutherford agrippe Mills par le bras. Dans la salle, les murmures vont s'accentuant. On réalise alors ce qu'on est en train de voir et d'entendre. On en saisit la terrible signification. Rutherford se lève. Votre honneur, s'il vous plaît, faites cesser cette exhibition. Le procureur Hanley fait un signe à son assistant. Aussitôt, l'écran s'éteint et la lumière revient. Hanley retourne à la barre, le visage grave. Votre honneur, je ne vois aucune raison de poursuivre la projection et je suis heureux d'accéder à la requête de la défense. J'ai toujours été un fervent admirateur de M. Crawford. En écoutant sa remarquable plaidoirie, je n'ai pu me défendre d'une impression de déjà entendue. Par bonheur, j'ai pu me souvenir. C'était au cinéma, dans un film. Ce film, si je l'ai projeté, ce n'est pas dans le but de causer quelque embarras à Maître Crawford, mais pour que le dénouement de cette affaire soit amené par les faits, et non grâce au talent d'un excellent comédien. Mills intervient à son tour. Votre honneur, il est exact que je ne suis pas l'auteur de cette plaidoirie. On l'avait écrite pour moi il y a bien des années. Je m'en suis servi parce qu'elle était pour moi chargée de sens. Elle exprimait tout ce que j'avais envie de dire. Oui, je vous ai trompé. Vous vous sentez ridicule et je me suis rendu plus ridicule encore. Mais je vous en prie, n'en faites pas supporter le prix à Tom. Non, pas à mon fils. Ne le punissez pas alors que c'est moi que vous devriez punir. Tourné vers les jurés, Mills affronte les visages froids, impassibles. Incapable d'en dire plus, il se dirige vers sa place, mais soudain s'arrête. Attendez. Votre honneur, au nom de l'équité, puisque vous avez eu la bonté de permettre à l'accusation de projeter ce film, voulez-vous autoriser qu'on le projette jusqu'à la fin? Je vous en supplie, votre honneur. Ça n'est que justice. Laissez le film se dérouler jusqu'à son dénouement. Laissez voir aux jurés la dernière séquence. Votre honneur, je vous en prie. Soit, monsieur Crawford, puisque j'ai accédé à la première requête, j'accède à la vôtre. Monsieur Hanley, demandez à votre assistant de poursuivre la projection, je vous prie. On remet le projecteur en place. On éteint les lumières. À nouveau, les jurés de cinéma surgissent sur l'écran. En file indienne, ils regagnent leur place. Le premier juré se lève pour présenter le verdict au tribunal. Nous déclarons l'accusé coupable sur tous les chefs. Suit un fondu enchaîné sur la cellule des condamnés à mort. Sur l'étroite couchette, un jeune homme assis attend le moment de l'ultime jugement. La porte de la cellule s'ouvre et l'aumônier de la prison entre, le visage grave. Il vient offrir, non l'espérance, mais la consolation. Il pose une main sur l'épaule du jeune garçon qui se met à pleurer. L'aumônier ouvre sa Bible et commence à lire. Le directeur de la prison entre à son tour, flanqué de 2 gardiens. Il n'est pas question d'une remise de peine. L'heure de l'exécution est fixée à 11 heures. Il s'en faut encore de 10 minutes. Le jeune homme se lève, tend les bras en un geste suppliant. Il sanglote, jure qu'il se repent, demande au nom de sa mère morte qu'on lui fasse grâce. Le directeur de la prison est visiblement ému, mais il ne peut rien. Doucement, il se dégage et dit quelques mots au gardien. Il est temps de préparer le condamné. On lui ôte ses souliers pour le chausser de pantoufles. Les gardiens le prennent par les bras et ils s'affaissent entre eux.
La marche funèbre commence, lentement, au rythme sépulcral des prières que marmonne l'aumônier, au bruit de la voix brisée de sanglots du jeune homme qui supplie qu'on lui accorde le droit de vivre un jour encore, une heure, rien qu'un instant. Le cortège atteint la petite porte au bout du couloir et disparaît. Le battant se referme avec bruit et l'image s'efface sur le mot fin. Les lumières se rallument et dans la salle d'audience, soudain immobile et muette, le regard de Rutherford cherche les visages des jurés pour y trouver, si possible, le résultat d'un verdict encore inexprimé. Moins d'une heure après, les jurés prennent leur décision. Cette décision inflige à Tom Crawford une peine de prison de 10 ans pour homicide par imprudence. Mills Crawford, ancien acteur sans succès, avait joué aujourd'hui son rôle le plus important, le plus convaincant de sa carrière. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, l'avocat à la vedette d'Henry Slessard.